OK. Alors, bonjour, je suis Hinda Goodman de l'Espoir, c'est la vie. Merci d'être ici avec nous autres. Alors maintenant, je vais vous juste présenter Mylène Yee qui va vous parler cet après-midi. Bonjour Mylène. Bonjour tout le monde. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, on va regarder comment planifier un retour au travail avec succès après un diagnostic d'un cancer. Annie, if you could change the slide. Donc, premièrement, j'aimerais me présenter. Comme Hinda a dit, je m'appelle Mylène Yee. Je suis professionnelle en ressources humaines. J'ai plus de 25 ans d'expérience en gestion de ressources humaines. J'ai aussi un bac en droit ainsi qu'une maîtrise en droit et je spécialise particulièrement dans les droits de la personne ainsi que le droit de travail. Je suis aussi quelqu'un qui vit avec le cancer depuis 2009. Donc, alors, ça me permet de vraiment vous parler des deux côtés du médaille, soit à titre de patiente, mais aussi à titre de quelqu'un qui gère les dossiers de ressources humaines. Donc, aujourd'hui, nous allons voir, premièrement, comment parler avec votre employeur. Par la suite, nous avons discuté comment faire la transition du votre congé de maladie vers le retour au travail avec succès. Et on va aussi regarder les droits et responsabilités, soit de l'employé ainsi que l'employeur. Annie? Donc, normalement, lorsque je parle avec les employés, je leur explique que la première chose qu'il faut faire lorsqu'on parle avec notre employeur concernant notre dossier est de s'assurer qu'on est bien préparé. C'est certain que parler avec notre employeur concernant notre état de santé n'est pas facile. Ce n'est pas facile pour nous à dire et ce n'est pas facile pour eux à entendre. Donc, plus qu'on est préparé, plus qu'on peut s'assurer que, premièrement, on n'oublie pas des renseignements. Deuxièmement, qu'on a tous devant nous. Alors, si on se sent mal à l'aise, on peut facilement retourner à nos notes pour continuer la conversation. Et aussi, ça nous aide à assurer qu'on a bien expliqué la situation. Parce qu'on veut vraiment s'assurer que tout le monde comprend notre situation lorsqu'on partage des renseignements avec notre employeur. Alors, après qu'on est préparé, je pense qu'il faut comprendre jusqu'à quel point qu'il faut être simple dans les renseignements qu'on donne. Comme je vous ai dit, il s'agit d'une conversation qui n'est pas facile à avoir et des fois, les employeurs sont mal à l'aise, ils sont nerveux pour trop poser des questions et ne savent pas exactement comment aborder la conversation parce que, bon, c'est quand même une conversation très humaine et il faut comprendre qu'on est tous très émotionnels lorsqu'on a des conversations de ce type. Alors, plus que c'est simple, plus facile que ça va être comme conversation à avoir. Aussi, lorsqu'on discute avec notre employeur, on n'est pas obligé d'aller dans les détails. Et des fois, même, je dirais que c'est mieux de ne pas trop aller dans les détails parce qu'un diagnostic d'un cancer peut évoluer avec le temps. Si on dit trop au début ou si on dit des choses qui ne sont pas médicalement certaines au moment qu'on les explique à notre employeur, on risque peut-être de donner une compréhension à notre employeur qui, au bout de la ligne, ne sera pas toujours la même compréhension. Si votre oncologue vous a pas parlé de date, s'il n'a pas parlé du traitement que vous allez avoir,
il ne faut pas aller dans ces détails-là avec votre employeur si ça n'a pas encore été précisé par votre oncologue. Parce que, comme je vous ai dit, un diagnostic d'un cancer est quelque chose qui est en évolution. Un peu comme qu'est-ce qu'on vit présentement avec la COVID-19. Le gouvernement provincial a dit qu'on allait être capable d'avoir des parties, des fêtes familiales. Et là, on voit que non, ce n'est pas nécessairement le cas après que tout le monde a préparé leur fête. Donc, je vous recommande de garder le tout simple, partager les dates qui sont confirmées, les spécifiques qui sont confirmés, mais de ne pas aller trop dans les détails. Par la suite, c'est important de comprendre que vous avez le droit à la vie privée et ça veut dire qu'il y a des choses que vous n'êtes pas obligé de partager avec votre employeur. C'est certain que vous devez partager que vous avez un état médical qui va affecter votre présence au travail et que vous avez besoin de partager les dates de départ, par exemple, mais vous n'êtes pas obligé d'aller dans tous les détails du diagnostic et prognostic et toutes ces choses lorsque vous expliquez à votre employeur que vous avez un état médical qui nécessite que vous quittez le travail pour un court ou une longue période de temps. Toutefois, vous êtes obligé de partager les renseignements médicaux avec votre compagnie d'assurance. Si vous avez accès à une assurance médicale, dans ce cas-là, la compagnie d'assurance a le droit de savoir quel est le diagnostic et qu'est-ce que ça peut impliquer pour eux. En même temps, la compagnie d'assurance n'a pas le droit de partager les détails au niveau médical avec votre employeur. Annie? Je crois que maintenant, on voit vraiment une évolution dans le traitement de la maladie. Et je vois qu'il y a quelqu'un qui aimerait poser une question, mais je vous demande de garder les questions pour à la fin de la présentation. Ça va être plus facile pour tout le monde. Donc, c'est ça. On voit qu'il y a maintenant la possibilité de des fois avoir un traitement par voie orale, ça veut dire des pilules. On voit maintenant qu'il y a de moins en moins de gens qui perdent les cheveux et les oncologues sont aussi plus capables de contrôler les effets secondaires des traitements. Et tout ça fait en sorte qu'il y a de plus en plus de patients qui réalisent qu'ils sont capables de travailler pendant leur traitement. Donc, en effet, si vous vous sentez capable de continuer à travailler pendant vos traitements, ceci peut être une option. En même temps, le travail à temps partiel peut être une option. Il y a beaucoup de compagnies d'assurance qui permettent aux gens qui sont en traitement ou qui sont en congé de maladie de quand même gagner de l'argent pendant cette période d'invalidité. Il s'agit tout simplement de vérifier avec votre employeur si votre police d'assurance permet que vous soyez capable de gagner des revenus pendant que vous êtes en incapacité. Et si ceci est le cas, vous pouvez soit continuer avec votre employeur à temps partiel et il y a des clauses dans chaque police d'assurance qui va expliquer combien d'argent que vous pouvez gagner avant que le montant que vous recevez avec la compagnie d'assurance soit affecté. En même temps, il y a des compagnies d'assurance qui vont vous permettre de peut-être aller regarder pour un petit emploi à temps partiel
pour gagner des sous si jamais votre employeur actuel n'est pas capable de vous accueillir à temps partiel. Donc, en effet, il y a des gens pour lesquels le travail à temps partiel ou de continuer même dans leur poste actuel à temps plein peut être une option. Typiquement, lorsque je discute avec les gens si ceci est une option auquel ils pensent, je leur recommande quand même de penser au scénario psychologique, physique et financier. Et par ça, qu'est-ce que je veux dire, c'est que si votre oncologue vous dit qu'il pense qu'à un moment donné, vous n'allez pas être capable de travailler, même si vous vous sentez bien dans le moment, il faudrait peut-être penser à l'impact psychologique pour vous d'être obligé de vous retirer de votre poste par la suite à cause du fait que les effets secondaires deviennent trop lourds. Il faut aussi penser à l'aspect physique. Si vous continuez à travailler, est-ce que ça va trop vous affecter? Est-ce que ça va vous fatiguer jusqu'au point où vous allez avoir de la difficulté à subir vos traitements de chimiothérapie? Et en même temps, il faut penser aux aspects financiers. Est-ce que vous êtes pénalisé si vous travaillez? Est-ce que vous allez être capable de vivre sur le montant que vous recevez de votre employeur sans travailler? Il faut vraiment regarder tous ces scénarios lorsque vous êtes dans une situation que vous pouvez peut-être travailler pendant les traitements. Finalement, et je dirais que c'est la chose le plus personnelle, il faut considérer si vous décidez que vous voulez continuer dans votre rôle et vous voulez continuer à travailler, mais que votre médecin vous avise que ça se pourrait qu'à un moment donné, vous ne soyez plus capable de travailler, il faut vous mettre dans les souliers de votre employeur. Est-ce que votre employeur va vouloir que vous continuez à travailler lorsque votre capacité et votre performance n'est pas pareille qu'avant la maladie? On ne veut pas se mettre dans une situation précaire où notre employeur va peut-être juger notre performance et juger notre capacité de bien remplir notre rôle si, dans le fond, il croit qu'on est capable de continuer à travailler parce qu'on a pris, on a pris ce choix. Donc, vraiment, vous mettre dans les souliers de votre employeur. Peut-être il dirait qu'il aimerait plutôt que vous soyez en congé complète au lieu de vous avoir en poste et de voir que vous n'êtes pas capable de bien remplir les exigences de votre rôle. Annie? Lorsqu'on donne les nouvelles à notre employeur à propos d'un diagnostic de cancer, votre employeur a des obligations. La première obligation que votre employeur a est de vous répondre rapidement. Et je suggère à tous les patients avec lesquels je travaille que lorsqu'ils donnent les renseignements à leur employeur, c'est vraiment important d'assurer que le tout est confirmé par écrit. Alors, à toutes les fois que vous avez une conversation avec votre employeur concernant votre état de santé et concernant les prochaines étapes, il faut le tout confirmer par écrit. Prenez le temps de rédiger un courriel à votre employeur après chaque appel téléphonique dans lequel vous confirmez
le contenu de votre appel téléphonique et ceci va être une preuve pour vous si jamais à un moment donné, vous devez comme, je ne veux pas dire défendre, mais que vous devez expliquer ou confirmer la situation. On veut s'assurer qu'il n'y a pas de malentendu entre nous et notre employeur à propos de les dates de retour au travail, à propos de vos besoins en accommodement, etc. Donc, c'est toujours mieux de tout confirmer par écrit. Alors, suite à vos conversations et la documentation par écrit que vous préparez pour votre employeur a l'obligation de vous répondre. Moi, je suggère toujours aux patients que lorsqu'ils confirment par écrit à l'employeur quelque chose, ils marquent en bas, est-ce que vous avez bien compris le contenu de notre conversation? Et à ce moment-là, on s'attend à ce que l'employeur explique, oui, j'ai bien compris, oui, j'ai noté le détail, oui, je comprends l'évolution de votre dossier. L'employeur est aussi obligé de fournir des détails et de l'assistance. Donc, premièrement, lorsque vous avez besoin des renseignements à propos des assurances, à propos des journées de maladie, à propos de tous les autres avantages sociaux qui existent à l'intérieur de votre organisation, votre employeur est obligé de vous fournir ces détails rapidement et aussi vous offrir de l'aide. Si vous avez de la difficulté avec la compagnie d'assurance, par exemple, si vous ne comprenez pas comment remplir vos formulaires, votre compagnie doit absolument vous fournir de l'aide pour que vous puissiez facilement avoir accès à ce dont vous avez droit avec votre employeur. Aussi, votre employeur a une obligation de vous aider lors de votre retour au travail. Il ne s'agit pas tout simplement de vous dire, bon, ben voilà, votre poste est là, puis retournez travailler. Votre employeur a l'obligation d'assurer qu'il vous fournit tous les outils nécessaires pour accommoder un retour au travail avec succès. Finalement, votre employeur est obligé de garder la confidentialité. Les seuls aspects de votre dossier que l'employeur peut partager sont vraiment avec votre superviseur, votre directeur direct, et ce sont tout simplement les dates prévues pour votre retour au travail, ainsi que les limitations que vous pouvez avoir et qui peuvent causer la nécessité d'un accommodement au travail. Votre employeur n'a pas le droit de partager les renseignements de votre dossier avec les autres membres de l'équipe et même je crois que c'est important que les employeurs comprennent jusqu'à quel point que pour nous, les gens qui vivent avec cette diagnostic, des fois, c'est quelque chose de très personnel et on veut garder le plus possible les renseignements à nous et absolument juste à ceux à l'intérieur de la compagnie qui doivent le savoir. Donc, je vous recommande fortement de tout simplement rappeler à votre employeur qu'il s'agit d'un dossier confidentiel et que vous voulez assurer que le tout est traité avec confidentialité. Annie? Et je pense que c'est important pour vous, en tant qu'employé, de toujours vous mettre dans les souliers de votre employeur. À toutes les fois que vous avez des conversations avec votre employeur, c'est important de penser comme eux et réaliser, bon,
c'est quoi dont elle a besoin d'avoir les renseignements. C'est certain qu'elle a besoin d'avoir les renseignements à propos des dates de retour au travail, à propos des limitations que vous pouvez avoir et à propos aussi des craintes que vous pouvez avoir. Nous avons le droit d'avoir des conversations ouvertes avec notre employeur et en même temps, des fois, ça peut nous aider à comprendre jusqu'à quel point que notre employeur peut avoir des hésitations concernant comment que nous allons être réintégrés dans notre rôle. Alors, plus qu'on peut avoir ces conversations, plus qu'on peut avoir une compréhension des craintes ou des questions que notre employeur puisse avoir, mieux qu'on peut adresser le tout et mieux qu'on peut se préparer pour un retour au travail qui est fait avec du succès. Alors, c'est important d'avoir une belle communication entre les deux parties. Il faut que votre employeur comprenne qu'est-ce qui est attendu de lui, l'accommodement dont vous avez besoin et aussi les façons dans lesquelles il peut aider votre retour au travail. C'est important d'être collaborative et donc ça veut dire que vous devez expliquer à votre employeur les outils qui sont nécessaires pour vous. Peut-être même expliquer vos hésitations, par exemple, si vous avez entendu que la compagnie a changé de système de courriel pendant que vous étiez parti et que vous avez besoin d'avoir une petite formation pour vous assurer que vous êtes bien capable de redémarrer avec ce nouveau système. Ça peut être une conversation que vous avez avec votre employeur. Oui, ce n'est pas quelque chose qui est relié directement à l'accommodement que vous avez, dont vous avez besoin pour avoir un retour au travail, mais c'est quelque chose qui a changé dans la compagnie pendant votre absence et vous avez besoin d'avoir de l'aide pour assurer que vous êtes bien mis à jour dans les autres aspects de votre rôle qui ont changé depuis votre départ. Aussi, c'est très important de tout documenter. Mettez tout par écrit. Tous les échanges que vous avez avec votre employeur, tous les renseignements que ça prend pour que votre employeur puisse bien comprendre vos attentes pour votre retour au travail, assurez que tout est très bien documenté. Comme ça, il n'y a pas de surprise pour personne. Et si jamais vous devez retourner avec vers votre employeur en disant, écoutez, je vous ai déjà expliqué mes besoins reliés à mon retour au travail, vous avez de la documentation pour faire un backup. Annie? Et lorsqu'on parle d'un retour au travail, je recommande fortement à tous les patients qu'ils prennent le temps de faire une auto-évaluation. Et qu'est-ce que je veux dire par auto-évaluation? C'est vraiment de penser à votre emploi, penser à vos responsabilités, vos tâches, que ce soit au niveau intellectuel, physique, l'utilisation de mémoire, des tâches répétitives, s'il s'agit d'un environnement où il y a beaucoup de bruit ou beaucoup de stress. Pensez à tout autour de votre environnement de travail et pensez à votre corps. Est-ce que vous allez être capable de tolérer qu'est-ce que vous avez toléré dans le passé dans votre situation actuelle? Est-ce qu'il y a des choses que vous n'allez pas être capable de faire
dans le court terme, le médium et le moyen terme. Malheureusement aussi, des fois, dans le long terme. Il faut être honnête avec soi-même et il faut reconnaître si nous avons des faiblesses temporaires et il faut les exprimer. La pire chose qu'on peut faire, c'est de faire croire à nous et de faire croire à notre employeur qu'on est des Superman ou des Superwoman. C'est vraiment important qu'on reconnaisse qu'est-ce qu'on est capable de faire et qu'on le prononce pour que les gens autour de nous comprennent très bien qu'est-ce que ça prend pour nous aider avec notre retour au travail. Si vous n'êtes pas capable de faire une auto-évaluation ou si vous pensez avoir besoin d'aide à faire cette évaluation, il existe des professionnels à l'hôpital comme des ergothérapeutes, des physiothérapeutes, et toute cette gamme de professionnels qui peuvent vous aider à faire une évaluation de votre capacité actuelle pour bien comprendre vos limitations lorsqu'on regarde le retour au travail. Alors, il faut établir vraiment des attentes réalistes et il faut bien expliquer à notre employeur les limitations que nous avons lorsqu'on a un retour au travail. Oui, on a droit à un accommodement raisonnable, mais l'accommodement raisonnable peut être différent pour chaque employeur. L'accommodement raisonnable est une obligation que notre charte fédérale nous garantit, mais un employeur peut des fois dire qu'il n'est pas capable d'offrir cet accommodement parce que l'accommodement pour lui n'est pas raisonnable. Qu'est-ce qu'on veut dire par accommodement raisonnable? C'est un accommodement pour vous aider à retourner en poste, mais il ne faut pas que l'accommodement soit financièrement trop cher pour notre employeur et il ne faut pas que l'accommodement mette en danger d'autres membres de l'équipe ou nous-mêmes. Alors, un exemple serait, on travaille sur une ligne de production, tout le monde doit travailler debout et on a besoin d'être assis. Si le fait d'être assis ne nous met pas en danger et c'est quelque chose de facile pour l'employeur à appliquer, ce serait un accommodement raisonnable. Toutefois, si on travaille sur une ligne de production où toute la machinerie est faite pour que les gens soient debout et que le changement de l'équipement serait très cher et que aussi le changement pourrait mettre quelqu'un en danger, à ce moment, l'accommodement ne sera pas considéré comme un accommodement raisonnable et l'employeur pourrait le refuser. Lorsqu'on voit que notre employeur n'est pas capable de nous accommoder dans notre rôle actuel, l'employeur est obligé de regarder s'il y a d'autres possibilités d'emploi, des possibilités qui sont logiques, étant donné nos capacités. Et s'il y a des possibilités, l'employeur doit nous offrir ce poste. Sinon, l'employeur peut malheureusement avoir le droit de terminer notre travail. S'il n'est pas capable de nous offrir un accommodement raisonnable, puis s'il n'est pas capable de nous offrir un poste qui est en lien avec nos capacités. Annie? Et finalement, voici quelques organismes qui peuvent vous offrir des renseignements à propos de
de vos droits lorsqu'on parle d'un retour au travail après un diagnostic d'un cancer. On a la commission, malheureusement, j'ai écrit ça en anglais, je m'excuse, la Commission québécoise des droits de la personne, la Commission des normes de l'équité, la santé et sécurité au travail. Il y a aussi un organisme qui est un organisme confidentiel de soutien qui s'appelle Au bas de l'échelle. Il faut tenir en tête que des fois, entre la Commission québécoise des droits de la personne et la Commission des normes de travail, je dirais qu'il y a un peu un mélange entre les deux. Des fois, un va dire que c'est l'autre qui va vous aider dans votre dossier. Moi, je recommande tout le temps, lorsqu'on pense qu'on a un dossier qui doit être référé aux commissions, de contacter les deux commissions et d'ouvrir un dossier avec les deux. Parce que on peut bien comprendre que l'équité au travail, des fois, peut toucher aussi nos droits fondamentaux qui ont été ignorés par un employeur. Annie? Il y a aussi comme ressource un site web qui est très intéressant et qui offre beaucoup de renseignements. Je vous le suggère fortement, qui s'appelle cancerandwork.ca. Ils ont des renseignements en français, donc vous pouvez juste cliquer sur l'onglet pour l'accès en français, ainsi que la Société de leucémie et lymphome, et je ne sais pas pourquoi que c'est écrit comme ça, je suis désolée, qui a un article sur comment annoncer à votre employeur votre diagnostic. Encore là, l'article existe en français. C'est très intéressant à lire. Et finalement, Annie, je voulais juste partager avec vous un article qui a paru dans la presse récemment. Il s'agit d'un employeur qui a eu un diagnostic d'un cancer et qui, par la suite, a réalisé que oui, il y a une vie professionnelle après un diagnostic d'un cancer et de comment que c'est important de parler de nos expériences. Plus qu'on en parle, plus qu'on fait réaliser aux employeurs que oui, on est toujours des employés valables, même on est probablement plus fort à cause de qu'est-ce qu'on a vécu et on est des employés qui a vraiment le goût de retourner sur le marché du travail et de faire une belle différence au niveau professionnel. Donc, voilà la présentation. J'aurai quelques minutes pour des questions.